Cercle RH et un grand entretien avec la secrétaire d'État auprès du ministre des Armées et du ministre de l'Éducation nationale en charge de la jeunesse et du service national universel. Sarah El-Haïry, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous étiez venue la saison précédente. Alors d'abord, commençons par le début parce qu'il y a des fidèles de notre émission sur Internet ou devant le poste. À l'époque, vous étiez sous tutelle exclusive du ministère de l'Éducation nationale. Là, vous avez une double tutelle du ministère des Armées. Ça change quoi, concrètement? En réalité, vous avez deux bureaux? Alors j'ai deux bureaux effectivement, un qui est à l'hôtel de Brienne, c'est-à-dire au ministère des Armées, et évidemment j'ai gardé mon bureau au sein de l'Éducation nationale, au ministère de l'Éducation nationale, rue de Grenelle. Celui que vous aviez précédemment. Exactement, c'est mon bureau, on va dire historique, en tout cas antérieur. Ce qui est certain, et c'est l'objectif de cette double tutelle, c'est que nous avons deux institutions dans notre pays qui permettent d'accompagner des milliers de personnes en même temps, des milliers de jeunes en même temps, et ce sont nos armées et l'éducation, donc notre école. Tout ça pour réunir l'excellence de ces deux belles institutions multiséculaires pour accompagner nos jeunes dans un parcours d'engagement, dans un moment où ma mission, c'est de généraliser le service national universel. Alors, vous allez être, et d'ailleurs vous venez sur ce plateau aussi pour nous éclairer, parce que il faut être très très honnête, il y a eu comme un maquis de sigles et d'acronymes, le service civique, le service national universel, sans trop qu'on sache quel âge il fallait avoir. Commençons par le début, parlons de cette jeunesse d'abord, parce que vous la connaissez, cette jeunesse. Vous avez été secrétaire d'État, vous étiez au contact de ces jeunes. C'est compliqué de parler de la jeunesse, parce qu'il y a des jeunes décrocheurs qui, pour certains, sont totalement perdus. Puis il y a cette génération Z, très engagée, sur le climat, qui challenge l'entreprise. C'est un peu impropre de parler de la jeunesse. Moi, je partage totalement ce constat. J'ai fait des centaines de déplacements sur le terrain. J'ai vu des milliers de jeunes, j'ai discuté, débattu avec des milliers de jeunes. Ce qui est certain, et d'ailleurs ça a été confirmé, parce que j'ai vu il y a quelques jours le sociologue Olivier Galland qui disait « Nous avons une jeunesse au pluriel », ce qui est vrai. Donc j'ai pris l'habitude de parler des jeunesses. Au même âge, on peut être apprenti, décrocheur, en études générales, jeune parent ou engagé. Et donc finalement, moi ma mission, c'est d'apporter des réponses à chacune d'entre elles et d'être, d'une certaine manière, le booster des sujets de jeunesse pour l'ensemble de mes collègues. Parce que quand tu es jeune, en réalité, tu as des sujets de logement, de travail, de santé, tu as des sujets d'engagement, tu as des questions de citoyenneté, parce que on n'est pas citoyen, on le devient par ses actes. Justement, le SNU, parce qu'on va commencer par ce SNU, alors, il a été mis en place, inventé par Édouard Philippe, si je ne m'abuse, c'est bien Édouard Philippe qui le met en place, à l'origine. Exactement, alors on commence... pour raconter son histoire à ce SNU. On commence effectivement la première expérimentation portée par Gabriel Attal, mon collègue. Tout à fait. Et le Premier ministre était Édouard Philippe, et c'était un des projets majeurs du candidat à l'époque Emmanuel Macron en 2017. Alors, souvenons-nous, parce que c'est le sujet sur lequel je vais vous interroger, il y avait eu un petit débat à l'époque. À l'époque, Ségolène Royal, vous vous souvenez, dans une campagne il y a longtemps, avait évoqué l'idée que l'armée puisse venir éduquer notre jeunesse. Ça avait suscité un... Et le débat s'était reposé sur le SNU, parce que quand on regarde, ce sont des jeunes de 15 à 17 ans, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, qui vont faire un court séjour, une petite aventure, mais il y a quand même l'uniforme, il y a le drapeau, il y a la Marseillaise, on est sur des sites militaires, mais encadrés par l'éduc. Alors, pas exclusivement. On est sur effectivement des jeunes de 15 à 17 ans, jeunes français, encadrés par un tiers, c'est-à-dire un tiers d'enseignants, vraiment qui viennent de l'éducation nationale. Volontaires. Un tiers d'engagés du monde associatif, parce qu'on croit cette force de l'engagement, donc plutôt éducation populaire, et un tiers d'hommes et de femmes qui ont porté l'uniforme. Ce ne sont pas des militaires d'actifs, ce sont des réservistes ou des anciens, donc des anciens de nos armées, donc des jeunes retraités, parce que vous savez, ils sont encore très fringants. Que vous êtes d'ailleurs vous aussi réserviste. Exactement, je suis réserviste au sein de la gendarmerie nationale, c'était un engagement que j'avais antérieurement. Et l'idée de ce service national universel, c'est créer un temps de mixité, de cohésion nationale et de fierté d'être français, dans un moment où on a des jeunesses qui ne se parlent plus. À quel moment un jeune de 30 ans... Et qui regarde moins la République. Et pour certains, oui. Et qui lui tourne le dos pour certains. Qui lui tourne le dos pour certains. Sauf que notre mission, si on veut garder un pays qui est uni, il faut que nos jeunesses se parlent, se confrontent, aient conscience, mais quasiment de la définition commune de nos valeurs. Aujourd'hui, parler de laïcité, en fonction du jeune que tu as en face de toi, eh bien la réaction, la définition ne va pas être la même. Pour construire cette cohésion, il faut que, finalement, on augmente aussi la force morale de notre pays. Ça, c'est les mots du président de la République dans son discours à Brienne. Ça veut dire quoi? Leur donner les moyens de connaître les gestes qui sauvent.
C'est leur donner les moyens de savoir réagir s'il y a un incendie XXL comme ce qu'on a vécu cet été. S'il y a un accident sur l'autoroute. Un attentat. Un attentat, bien sûr, puisqu'il y a un danger terroriste. C'est une réalité. Mais aussi le goût de la solidarité. Le goût de, quand on est ensemble, par le sport, par finalement la compréhension de nos institutions, quand on est ensemble, alors oui, on va plus loin. Et les difficultés que connaissent nos jeunes ruraux ou nos jeunes des quartiers populaires. Il n'y a pas que les jeunes des villes, effectivement. Mais il faut penser à tout. Il y a l'isolement de ces jeunes dans les petites villes rurales. Il est partagé. Et donc moi, ma mission, c'est de leur montrer, de leur prouver que si ils sont motivés, s'ils sont engagés, il y a des choses pour eux, aide-toi et la République t'aidera. Activité physique, autonomie, citoyenneté, culture, patrimoine, tout un travail Exactement. aussi sur la culture Et le sens. patriotisme. J'ai aussi le sentiment quand même que c'est un sas pour un certain nombre de jeunes dont j'ai entendu des interviews en préparant l'émission qui se préparent aussi à intégrer l'armée, la gendarmerie. Est-ce que ça peut aussi servir de vivier pour ces jeunes qui disent après tout, bah oui, j'ai peut-être non seulement aimé la République, mais j'ai peut-être aussi porté l'uniforme. Mais bien sûr, on n'a aucun jugement ou hiérarchie à poser sur les engagements. Moi, ma mission, c'est de susciter les engagements. Et donc, très concrètement, pendant ce séjour de cohésion qui dure un peu moins de 2 semaines, où les jeunes partent de leur département, qui est pris en charge à 100%. Ça, c'est intéressant, ça. 100% pris en charge. On quitte sa ville, son quartier. On quitte sa ville, son quartier et son département. Et on porte, je leur dis, un uniforme, une petite casquette. On porte un uniforme, il est bleu, blanc, rouge, ce qui permet 2 choses. 1, gommer les inégalités sociales au moins pendant ce temps-là, permettre de créer de la cohésion et finalement aller chercher ce qu'il y a de plus profond dans chaque jeune, lui faire confiance, lui donner une nouvelle chance. On ne leur demande pas s'ils sont en lycée pro, s'ils sont en décrochage, s'ils ont eu des problèmes avec la justice ou si au contraire c'est des jeunes qui sont déjà jeunes sapeurs-pompiers. On leur dit 2 choses. Viens vivre un temps. Viens faire République avec des jeunes du même âge que toi, que tu n'aurais jamais rencontrés. Par contre, saisis-toi des opportunités. On leur parle d'orientation, on leur montre les métiers de demain, on les challenge sur ce qu'ils projettent dans leur vie. Et ça, c'est pour leur donner plus d'élan. 55% des inscrits sont des filles, ça, c'est très intéressant comme chiffre, je trouve, et 69% des volontaires sont en seconde. On parle de décrocheurs, c'est quoi le profil sociologique de ces enfants? Parlons-nous cash, est-ce que ce sont des jeunes issus de milieux modestes et qu'on essaie, je dirais, de rattraper par les bretelles, pour le dire un peu directement? Très sincèrement, non. Pour être assez clair, l'évolution des jeunes a bougé. La photographie des jeunes qui font le SNU a bougé. En 2019, la première opération, il y avait quand même beaucoup de jeunes qui venaient de familles très engagées, plutôt de CSP+, parce que je pense qu'ils avaient accès à cette information et ils prennent conscience de l'effet accélérateur et booster. Ils se sentaient concernés. Oui, et puis ils voient l'opportunité pour leurs enfants. Et puis petit à petit, parce qu'on est parti chercher des jeunes différents pour avoir une vraie photographie, en fait ça s'équilibre. Aujourd'hui, 1/3 de ruraux, 1/3 à peu près de périurbains et de zones plutôt plus denses, plus urbaines. On a plus de jeunes qui viennent de foyers plus modestes, mais cette mixité, elle est en train de se construire parce que, de mémoire, on est sur la dernière cohorte, puisqu'on appelle ça comme ça, on avait à peu près 5,6% de jeunes qui viennent des quartiers prioritaires de la ville, alors que la moyenne nationale est de 7. Donc on est en train de tendre. Il y a des jeunes en situation de handicap, mais ce que je vois, ce que je salue, c'est que oui, aujourd'hui, les filles saisissent plus l'opportunité de vivre des élans, en tout cas, d'engagement, et ça on le voit et on le ressent. Sur le CV, parce qu'il y a ceux qui vont peut-être intégrer la gendarmerie, l'armée ou d'autres corps de l'État, puis il y a ceux qui disent après tout c'est bon pour le CV d'avoir fait un service national universel. C'est bon pour le CV parce que les jeunes aujourd'hui, pour certains, cherchent un job et souvent on regarde le CV et on regarde les soft skills. On ne regarde pas que les compétences. Est-ce que ça c'est une soft skill utile? C'est une énorme soft skill. D'ailleurs, aujourd'hui les jeunes qui font le service national universel, on leur fait découvrir, on leur parle aussi des métiers en tension, des évolutions potentielles, des parcours, il y a des rôles modèles qui viennent témoigner, on booste l'esprit d'entreprendre. Et donc, pour les soft skills, on les aide aussi à poser des mots sur les compétences qu'ils ont pu acquérir. Mais surtout, on leur dit que les soft skills, et donc toutes les compétences complémentaires qu'ils peuvent acquérir, il faut qu'ils continuent dans leur parcours. Ça compte dans Parcoursup, ça compte sur le CV, et surtout, moi je dis à tous les entreprises qui nous regardent, qu'est-ce que ça veut dire d'un jeune quand il prend 15 jours de son temps personnel pour aller vivre un temps où il n'a pas de copains, il ne connaît pas, il vient sur un temps hyper intense, ça veut dire qu'il est plutôt enthousiaste, qu'il accepte de travailler en équipe, qu'il est entreprenant. Ça veut dire que ça peut être un jeune extrêmement bénéfique dans l'entreprise. Et de l'autre côté, mais en termes d'égalité des chances, juste pour conclure,
On leur présente bien sûr les engagements sous uniforme parce que nous sommes en train de vivre une période. Ouais, c'est pas une prépa militaire, hein, Sarah Ellery. Non, mais juste, parce qu'il y a eu ce débat. Oui, le service national universel n'est pas le FAMAS. Hein. Pas du tout. Le service national universel n'est pas le service militaire. Il n'a pas vocation à l'être. Il n'y a pas de maniement aux armes. C'est un temps civil encadré par des civils. Et un engagement citoyen. Et un engagement absolument citoyen qui a vocation à prendre une forme ensuite plus longue en forme de service civique. Donc c'est ce qu'on connaît depuis plus longtemps, c'est ces missions de 6 mois au sein des entreprises, au sein des associations ou des ONG, et de l'autre côté ça peut être des corps en uniforme. Avant de nous quitter, la passerelle avec tous ces dispositifs, service civique, service national universel, comment on fait passerelle? Vous étiez venu nous parler d'un jeune, une solution, du mentorat, qui est un outil intéressant, parce qu'en fait les jeunes, pour un certain nombre d'entre eux, qui n'ont pas de réseau, qui n'ont pas de contact, qui n'ont pas de parents forcément qui ont des contacts, sont souvent, même lorsqu'ils sont diplômés, totalement perdus et démunis. Ouais. Est-ce que c'est pas ça la solution, de créer des passerelles entre le monde de l'entreprise et ces jeunes diplômés mais qui galèrent? Bien sûr, des passerelles et surtout des accélérateurs. Quand on commence à se dire comment on vient réduire cette inégalité à la racine, quand tu n'as pas de réseau, quand tu ne sais pas à qui envoyer ton CV, juste pour le faire challenger, pour avoir un conseil ou une recommandation, tu es bien seul. Et donc, il y a une sorte de coup de canif dans le pacte républicain. Moi, je crois au mérite, je crois au goût de l'effort, je crois au goût du travail. Et la promesse républicaine, c'est si tu bosses, si tu t'engages, alors l'escalier républicain, l'escalier social, il existe. Mais pour casser ces inégalités et donner du réseau à ceux qui n'en ont pas, aujourd'hui, on développe, parce que c'est la volonté du président de la République, et c'était avec Elisabeth Borne, à l'époque ministre du Travail, un jeune, un mentor. 100 000 jeunes, tutorés et mentorés. L'année prochaine, 200 000 jeunes. Et on est parti de 25 000. Pourquoi ? Parce que quand tu as le numéro de téléphone d'une personne qui prend du temps, le mentor, ça le transforme. Au sein de nos entreprises, on sait que c'est un booster de recrutement. Ça sert aux deux. Bien sûr, ça sert aux deux. Et un peu plus loin, c'est même aujourd'hui un élément d'attractivité dans le cadre des recrutements, puisque les jeunes ne veulent plus d'entreprises qui ne s'engagent pas socialement et environnementalement. Alors, on évoquait ces jeunes des quartiers, c'est un peu impropre, de villes et de zones rurales. Et puis, il y a aussi une partie de cette jeunesse, souvent diplômée, qui doucement mais sûrement est en train de tourner le dos à l'entreprise, qui dit aux entreprises, nous on n'a plus envie. On n'a plus envie de jouer votre contrat social, on a envie soit d'être indépendant, soit de vivre notre vie. Est-ce que vous ressentez ce phénomène, là pour le coup sociologique, mais qui impacte durement les entreprises? Il y a un grand moment que nous sommes en train de vivre qui questionne le travail, sa définition et ses Exactement. valeurs. Mais je ne crois pas à la notion, en tout cas c'est ce qu'on entend beaucoup, de grande démission de la jeunesse. En réalité, je pense que nous sommes en train de vivre un moment de bascule qui est la grande négociation. Les jeunes, cette génération-là, c'est la génération du « et ». Ils veulent une meilleure rémunération, ils veulent plus de liberté, ils veulent du sens, ils veulent être fiers ils veulent un peu tout, de leur action. Mais en réalité, il y a deux choses. Soit l'entreprise se transforme, donc dans sa manière, non pas de manager et de recruter, parce que c'est facile de dire « je vais aller chercher des nouveaux », mais si tu ne sais pas garder ce que tu as déjà en place, bien sûr, alors c'est une sorte de... Vous savez que c'est comme quand tu jardines, eh bien il y a un trou dans ton tuyau, il y a de la fuite d'eau, tu peux en mettre à l'entrée, ça ne sert à rien. Ça sortira toujours par le trou. Mais quand même, ces jeunes, ils vont au-delà. Certains disent, mais nous, l'entreprise telle qu'elle est construite aujourd'hui, même si j'ai les compétences, j'y vais pas. Je crée ma boîte, j'invente, je pars même à l'étranger. Bien sûr. Ça, c'est un phénomène qui est difficile. C'est un phénomène qui est difficile, mais qui est challengeant. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, si un jeune considère qu'il a de l'espace pour faire de l'intrapreneuriat, c'est-à-dire transformer l'entreprise de l'intérieur, alors il vient. Si il voit que l'entreprise n'a pas finalement cette agilité, cette envie également de bouger, de se transformer, alors il n'y vient pas. Pourquoi ? Parce que les rapports de force sont en train de s'inverser. Oui. Les rapports de force, c'est quoi ? Par la pénurie. Par la pénurie. Bien sûr. Et donc, grand moment de transformation de notre économie, mais aussi un moment de confiance. Moi, ce que je dis aux entreprises qui aujourd'hui, parce que j'en vois beaucoup, qui me disent on a du mal à recruter des jeunes, on a des métiers entiers qui sont magnifiques, je leur dis deux choses. Venez témoigner. Prenez des tuteurs, engagez vos salariés pour que ce soit tuteurs et mentors. Mais surtout... Et allez à leur contact, ces jeunes. Allez à leur contact, présentez vos métiers, présentez vos engagements, mais aussi acceptez des profils atypiques, des parcours différents, des engagements. Ne regardez pas un CV au sens traditionnel du terme. Et d'ailleurs, j'en profite. Et à la rigueur, ne regardez même pas le CV. Mais demandez des CV citoyens. Oui. Regardez quelles sont les compétences, les soft skills de ces jeunes. Mais surtout... Parce que vous les croisez, ces jeunes, dans les quartiers, parce que vous êtes beaucoup sur le terrain, qui vous disent, moi, madame, je viens d'un quartier, je suis discriminée parce que d'abord, j'ai pas la bonne couleur de peau, parce que j'habite le bon nom, la mauvaise rue. Comment on fait là sur cette question-là? Parce que c'est l'enjeu fondamental. Les talents de la diversité sont, me semble-t-il, pas suffisamment mis en valeur. Il y a une rupture d'égalité, ça c'est certain, on le voit, il y a des discriminations à l'accès au logement, à l'emploi. Mais bien sûr, on me le dit, on témoigne, et je vois ces jeunes qui sont en situation
pour le coup, au-delà de la galère, d'injustice. Parce que quand tu as Clairement. fait tous les efforts nécessaires pour aller chercher ton diplôme, que tu as travaillé pendant tes études, que tes parents t'ont aidé, ils ont fait des sacrifices, c'est injuste. Et donc à ces jeunes, je dis, ne vous résignez jamais. Parce que, la discrimination est condamnée dans notre pays, ça c'est le premier point. C'est pas une manière de penser, c'est pas une pratique qu'on a le droit de tolérer, c'est condamné. Et on lutte contre cette discrimination avec ma collègue Isabelle Rome, qui continue bien sûr les travaux de ma collègue Elisabeth Moreno. Mais au-delà de ça, je leur dis, mais vous êtes des talents. Et ne laissez personne vous définir. Ça veut dire quoi? Challenger, aller faire du tutorat-mentorat, accepter des coups de main, aller réveiller ce qu'il y a de plus entreprenant en vous, parce que c'est ce qui vous donnera la plus grande des libertés, celle de produire, de créer et de saisir votre destin. Le pire pour un jeune, c'est de dire j'ai tout fait, tout ce qu'on m'a dit de faire pour rentrer sur le marché du travail, et de me retrouver les ailes brisées, parce qu'on ne me fait pas confiance. Alors non, ce n'est pas le projet qui est le nôtre, et on luttera contre toutes ces discriminations, et on aura, sincèrement, une fermeté sans nom, parce que là, c'est trahir le sur ces questions de discrimination. Bien sûr, évidemment, quelle qu'elle soit. Discrimination raciale, à l'orientation sexuelle, discrimination, et j'en ai vu aussi, aux jeunes parents. Parce que quand tu es jeune, quand tu es une jeune fille, mais oui, et que la question qui est posée, c'est est-ce que tu as eu des enfants, est-ce que tu veux en avoir? C'est discriminant et ce n'est pas légal. Et alors là, il y aura une fermeté sans nom. Un mot sur le service civique, on n'a plus vraiment très peu de temps, mais là c'est un autre dispositif. Il en est où? Il existe toujours? Parce que c'est vrai que va venir se superposer ce fameux service national universel. Je crois qu'il y a 40 000 jeunes volontaires engagés, donc vous montez en puissance. Est-ce que le service civique, il existe toujours? Parce que lui aussi, il avait subi quelques critiques. Il existe et en fait, il a même vocation à se généraliser encore plus fortement, puisqu'il vient de se compléter. Le service national universel, c'est pour les un peu plus jeunes. Et il se prolonge ensuite par le service civique. C'est un parcours. D'accord. 15-17, on fait un SNU. Et ensuite, entre 16 et 25 ans, on peut faire un service civique ou, du coup, rejoindre une réserve. 2 engagements, un civil, un militaire, mais surtout un engagement. Et c'est ce qui fait de notre pays une grande puissance. Merci Sarah El Haïry de nous avoir fait l'honneur de venir sur ce plateau. Vous êtes une fidèle de l'émission Smart Job. On est très heureux de vous accueillir et de vous entendre. Secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, je le dis, c'est une double tutelle et qui est intéressante, et auprès du ministre de l'Éducation nationale en charge de la jeunesse et du service national universel. On aura l'occasion d'en reparler de ce service national universel. C'était aussi l'occasion de faire de la pédagogie sur ce plateau. D'ailleurs, pour découvrir un seul site, snu.gouv.fr, c'est le site du service national universel pour tous ceux qui souhaitent voir le calendrier, mais aussi toutes les présentations plus en détail. Vous avez entre 15 et 17 ans et vous nous regardez, c'est possible, évidemment sur Internet, j'en suis sûr. Exactement. Ou si vous êtes parent, vous dites tiens, ce dispositif pourrait intéresser ma fille, puisque c'est une majorité de filles qui se sont inscrits, 55,9% dans ce SNU. Merci Sarah El Haïry, c'est un vrai plaisir. On termine avec Fenêtre sur l'emploi, justement, et on va parler d'un phénomène, le quiet quitting. Alors bon, ce sont évidemment un mot anglais, ce sont ces salariés mais qui ne veulent pas démissionner, mais qui font le strict minimum, et on en parle tout de suite avec notre invité.